Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet univers très mauve, je vous propose de parler d'un de mes mangas favoris, à savoir la série Autour d'elle, absolument mythique et incontournable. J'étais vraiment très impatiente de vous tourner un jour cette vidéo, je suis ravie d'avoir pu les relire récemment pour vous en proposer finalement un avis un petit peu plus construit. Et donc si vous êtes intéressé par ce manga, cette vidéo, je vous propose de commencer juste après l'intro. Bien, alors on commence par l'aspect un petit peu formel du manga et je vais vous parler de cette série qui est terminée actuellement en 6 tomes au total, ce qui est assez peu, et qui est donc l'œuvre de la mangaka Shino Torino. Il s'agissait alors de sa première série, publiée entre 2008 et 2013 au Japon, mais qui va émerger en France seulement dans les années 2020. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard. Et pour les éditions, c'était Shodansha bien sûr, très prestigieux. En France, les éditions c'est Akata, ça n'en démérite pas moins. Et puis pour le genre, entre guillemets, c'est un manga qui est classé Josei et je trouve que ça lui va plutôt bien, c'est-à-dire une lecture plutôt orientée pour des femmes d'âge mûr, même si encore une fois ces classifications sont totalement arbitraires et assez insensées bien souvent. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaîtriez pas l'histoire de Autour d'elle, je vais tout de suite vous expliquer le synopsis. Donc il s'agit de l'histoire de deux femmes, l'une est nommée Maya, elle est juste ici, l'autre c'est Michiru qui est ici, et de ce petit garçon qui s'appelle Yuta. Alors vous me direz, petite parenthèse, je mélange complètement les sonorités françaises et japonaises parce que j'apprends le japonais, donc ça me fait bizarre de dire Michiru, mais ça me fait aussi bizarre de me dire que je vais dire Michiru, même si c'est comme ça qu'on le dirait. Laissez-moi voilà, vaquer à mes différentes fluctuations de prononciation. Peut-être qu'un jour j'arriverai à me fixer naturellement. Mais pour l'instant, selon les prénoms, voilà, je vaque un petit peu dans mes vidéos. Donc on reprend notre petit synopsis. Il se trouve que ces deux personnages, Maya et Michiru, sont en fait des ex-petites amies. Elles étaient en couple à l'époque de la fac et elles partageaient une chambre universitaire, mais sans vraiment savoir elles-mêmes pourquoi. Donc en tant que lecteur, c'est un petit peu déroutant, on n'arrive pas à comprendre non plus. Eh bien, elles en sont venues à se séparer, notamment puisqu'un jour, Michiru est parti sans véritable raison. Donc on commence vraiment sur une trame assez énigmatique où on a du mal à comprendre, puisque le personnage de Maya elle-même n'a pas de réponse à ces questions-là. Et au début du manga, c'est elle qui va un petit peu tenir le lead en termes de narration. Au fil du manga, on comprendra que 5 ans plus tard, par hasard, leurs chemins vont venir se recroiser et Michiru sera mère célibataire du jeune Yuta, qui n'a donc rien à voir initialement avec Maya. Il se trouve que leurs retrouvailles vont se faire au sein d'une entreprise dans laquelle elles travaillent ensemble. Et donc, peu à peu, Maya va découvrir que Michiru a eu un enfant et qu'elle est en difficulté puisqu'elle est mère célibataire. Évidemment, à ce moment-là, c'est compliqué de tout gérer toute seule avec un salaire dans un petit appartement miteux et surtout au vu de la personnalité de cette jeune femme qui en réalité est très immature au début de l'histoire. Et donc Maya va se sentir, puisqu'elle est très altruiste et très bienveillante, elle a beaucoup d'affection encore pour Michiru, un petit peu obligée, en tout cas elle a envie de lui proposer de vivre à nouveau ensemble pour qu'elle puisse avoir un foyer plus agréable, plus confortable pour Yuta, son fils, mais également pour la soutenir et pouvoir partager tout ça un petit peu ensemble. Et donc c'est grâce à leur histoire antérieure et à l'affection qu'elles éprouvent encore l'une pour l'autre qu'elles vont décider d'emménager à nouveau ensemble. Donc dans la situation la plus improbable qui soit. Et tous les éléments que je vous donne ici ne sont pas des spoils puisque l'histoire va commencer lorsqu'on sera dans cette situation exactement et c'est donc au cours des premières pages qu'on a le déroulé de comment ça s'est fait, donc aucun spoil ici, vous êtes vraiment sur le synopsis pur et dur de l'histoire. Alors je pense qu'il est quand même aussi important de vous préciser qu'il y a un autre personnage qui est extérieur à ces deux femmes et à l'enfant, à savoir le personnage de Nico qui est un homme très proche de Yuta, le petit garçon. Et en fait on a du mal à comprendre pourquoi au début de l'histoire. C'est une zone d'ombre que je vous laisserai découvrir si vous ne connaissez pas le manga. Je ne vous en dirai pas plus, mais en tout cas sachez que ce personnage là il a vraiment son importance. Et au fur et à mesure de l'histoire on va comprendre pourquoi. Et ça donne toute son ampleur et l'intérêt en fait à l'histoire. En plus de d'autres choses bien évidemment. Mais voilà, gardez en tête qu'il y a Maya, Michiru, Yuta et Nico. Maintenant que je vous ai présenté le manga, je vais vous donner mon retour dessus, notamment pour ceux qui l'ont lu, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas lu, puisque je ne compte pas spoiler au travers de ces parties, comme d'habitude. J'effleure les sujets et si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien ça peut vous orienter un petit peu sur ce que vous allez en penser, si vous avez envie de le lire ou non.
Donc comme d'ordinaire, je commence avec mes points positifs et je vais vous parler du manga en lui-même. Alors pour ça, je prends mon petit tome et je vous dirai dans un premier temps que ce sont des mangas avec beaucoup de lecture. Moi personnellement, je les fractionne pour vraiment en profiter. Mais voilà, c'est vraiment cette idée que le manga, il est assez large. Il y a pas mal de choses à lire au travers d'un seul tome. Ça, c'est un point vraiment positif pour moi. Quand on achète un manga qui coûte quand même assez cher, hein, on va pas se mentir, 8,50 €, c'est pas donné, mais je trouve qu'il les vaut largement et surtout parce qu'il fait partie des éditions Akata et pour moi ce sont les meilleures éditions, c'est incomparable dans l'univers du manga à mon sens. Pour moi un manga qui vient des éditions Akata c'est vraiment un gage de qualité, tant au niveau de la qualité d'impression, puisqu'on a des pages très solides, très épaisses, qui sont voilà, agréables et costauds à lire, et sans oublier la qualité du contenu que Akata propose. On est vraiment sur des thématiques novatrices qui ouvrent les esprits, qui sont toujours très pertinentes et intéressantes à découvrir, et évidemment autour d'elle en fait largement partie. Également c'est un manga qui a des couvertures sublimes, je vous les mettrai à l'image, ce sera peut-être plus parlant, avec un dessin à l'aquarelle de la part de Shino Torino qui est d'une grande qualité. Ce sont de jolis mangas assez épurés et en même temps très poétiques. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ensuite je vous dirais que c'est un manga qui est donc très centré autour des 4 protagonistes principaux que j'ai cités préalablement, qui vont cependant être très exposés à leur vie à l'extérieur, hein, que ce soit pour amener Yuta à la crèche, mais également lorsque chacun va au travail, on les retrouve beaucoup dans ces situations-là. Mais au-delà de tous ces cadres, voilà, quand ils vont faire les courses, quand ils font des promenades, au-delà de tous ces cadres dans l'extérieur qui sont quand même assez présents, on va beaucoup se concentrer sur le fonctionnement singulier de chacun des personnages et notamment selon les différents moments de lecture. C'est assez bien fait je trouve. Il y a pour moi de la part de l'auteur Shino Torino cette volonté qu'on puisse comprendre les personnages et on y est véritablement aidé par l'expression régulière de leurs pensées. On va les avoir écrites un petit peu partout et régulièrement, également au travers de tout un tas de comportements qui traduisent de leurs ressentis. Il y a quelque chose vraiment de subtil dans ce manga. Et d'ailleurs même les personnages secondaires qui dans les premiers tomes restent vraiment au second plan, mais qui vont prendre leur place petit à petit dans l'histoire, vont aussi avoir une profondeur, une humanité certaine. C'est-à-dire que souvent au début on peut avoir une réticence envers eux, ne pas les apprécier forcément, et en fait on va avoir tendance à changer d'avis futurement parce que on nous présente suffisamment de facettes d'eux pour qu'on se dise ah oui il est pas terrible sur ça mais c'est une super personne sur ça. Et pour moi cet aspect là ça traduit vraiment de la qualité de l'œuvre, à savoir qu'on nous présente des personnes humaines dans ce manga. Il n'y a pas de gentils méchants, il n'y a pas de dichotomie stricte, on est sur des personnages avec 1000 facettes et donc du bien et du mauvais comme dans chacun d'entre nous, et c'est quelque chose de réaliste que je salue véritablement. Ensuite j'ai noté que dans ce manga on va découvrir initialement 2 femmes qui en fait à leur manière qui est différente sont toutes les 2 très craintives de l'avenir, ce schéma un petit peu incertain entre elles, entre eux, justement du fait de la particularité de la situation on va dire, puisqu'en fait ils forment une sorte de famille. Il faut savoir que Nico habite juste l'étage en dessous et que Maya et Michiru vivent ensemble avec le jeune garçon, et puisque c'est un enfant en bas âge, je crois qu'il a 2 ou 3 ans au début de l'histoire, il faut vraiment s'en occuper tout le temps et donc ils se retrouvent souvent à se relayer les uns les autres. Donc ils sont vraiment dans un schéma particulier et qui amène des questionnements, des raisonnements très intéressants tout au long de la lecture. Au début de l'histoire, on voit le personnage de Michiru, qui est mère célibataire, donc apparaître comme étant la plus tourmentée des deux, notamment entre elle et Maya. Et au fur et à mesure de l'histoire, on la sent désirer changer et mettre en place concrètement des changements. Et donc elle va avancer sur elle-même, c'est quelque chose de génial. Elle fait preuve de courage, elle va prendre ses responsabilités, elle a des prises de conscience, elle met des choses en place à proprement parler. Et donc on la voit prendre de la maturité. C'est quelque chose, je pense, qui est difficile à mettre en œuvre quand on rédige un manga, quand on dessine un manga. Souvent on a cette volonté-là de traduire du réel, mais c'est difficile de le faire bien et de faire en sorte que le lecteur le réalise de manière assez explicite. Cette justesse à trouver, je la trouve assez compliquée. On est vraiment là sur de la minutie. Il ne faut pas faire un personnage qui passe du tout au tout d'un tome à l'autre. Il ne faut pas non plus qu'on ne sente rien. Et pour moi, dans le manga, cet état de justesse, d'équilibre, eh bien, il est acquis. Il se trouve qu'au début de l'histoire, il y a un peu une sorte de schéma qui est fait. Il y a Michiru qui est mère célibataire, un peu garçon manqué, un peu enfantine, un peu immature, irresponsable et peu consciencieuse.
Et on a à l'inverse le personnage de Maya qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, une certaine sérénité comme une forme de sagesse. On a l'impression qu'elle est à l'aise vis-à-vis de ses choix, qu'elle est plutôt sereine vis-à-vis de son mode de vie et de l'avenir. Et peu à peu, on va se rendre compte que le personnage de Maya, elle partage un certain nombre de craintes avec Michiru. Elles ont en fait de grandes similitudes quant à leurs préoccupations. Et donc ce personnage de Maya qui au début apparaît bien plus mature et responsable que Michiru, en réalité, elle est peut-être d'autant plus même perdue face à l'ambiguïté de leur situation de vie. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que ces préoccupations que toutes les deux partagent sans le savoir, eh bien elles sont parfaitement normales. Il y a un véritable manque de normalité au sein de leur foyer, il n'y a pas de normes qui y correspondent et donc on a tendance à être perdu en tant qu'être humain quand on ne peut pas s'identifier et quand on diverge trop de la norme. Bien que cette situation elle soit pas simple tous les jours, eh bien ce qui est important dans ce manga c'est qu'on ne s'arrête pas là, les personnages vont confronter la situation parce qu'ils aiment Yuta. Le fil conducteur qui lie les personnages entre eux c'est ce petit garçon qui est vraiment très important dans l'histoire. C'est grâce à lui que tous les morceaux tiennent entre eux et qu'on va pouvoir peu à peu comprendre et constater comment les deux femmes et Nico et leur entourage vont pouvoir surmonter ces doutes et créer leur propre schéma, leur propre singularité familiale, on va dire. Vous le verrez si vous lisez le manga, mais la résolution des différentes difficultés rencontrées, elle est véritablement laborieuse autour d'elle. C'est ce qui va rendre le manga très intéressant. En fait, il y a vraiment la notion de réalisme. Lorsqu'il y a des conflits, en tout cas des étapes difficiles à surmonter, eh bien les personnages vont prendre du temps, ils vont prendre aussi de la distance pour réaliser concrètement ce que chacun souhaite. Et donc, on va ressentir régulièrement dans le manga un véritable suspense. On sent qu'à tout moment, eh bien ça peut ne pas finir comme on en a envie. Et c'est ça que je trouve vraiment appréciable au cours d'une lecture. C'est pas prévisible. On a tendance à se dire, ça ressemble tellement à la réalité, que ça peut péter, ça peut mal se passer. On peut passer à côté du souhait du lecteur et ça serait simplement une prise de position artistique que de le faire. Je ne vous en dis pas plus, pas de spoil. Mais voilà, il y a un véritable souffle à la lecture au travers des tomes, au travers des différentes péripéties qu'on va traverser. Et là, peut-être que vous vous dites finalement, il n'y a que 6 tomes, on dirait qu'il se passe énormément de choses. Mais je vous assure que j'ai pas du tout la sensation d'avoir lu 6 tomes. J'ai l'impression d'en avoir lu peut-être 20. C'est vraiment une histoire qui s'épanche sur les sujets. C'est des tomes qui sont longs à lire et pour un coût qui est quand même assez minime, puisqu'on est sur 6 tomes à 8 €, ça reste quand même raisonnable. Donc j'y reviendrai à la fin, mais encore une fois, je vous conseille Autour d'elle. Ce manga aborde aussi les thématiques du quotidien parental, que ce soit l'amour et les angoisses qui y sont associées. Il y a ces petits moments de surmenage, ces petits bonheurs également du quotidien, comme le fait d'aller au marché par exemple avec Yuta. C'est vraiment une histoire très touchante à lire, c'est un manga qui nous prend au cœur et je pense qu'on a vraiment envie de découvrir la suite peu à peu. Et je parle pas là simplement pour moi mais au nom des lecteurs en règle générale parce que lorsque je prépare mes vidéos je vais vraiment au contact des commentaires, des avis de chacun pour pouvoir vous donner un avis un petit peu objectif. Et en fait ce manga j'en ai lu pour vous dire presque que des bons retours. Je vous parle maintenant de mon personnage préféré et de loin, c'est le personnage qui est vraiment central dans la série comme je vous l'ai dit, l'adorable petit garçon nommé Yuta qui a un enfant relativement intelligent et surtout sensible. Il est à lui seul la définition de ce qu'est un enfant mignon, touchant, adorable, mais bien au-delà de ça, c'est au travers de ce personnage, de ce petit garçon que la mangaka va donner du crédit, mais vraiment elle va donner de l'importance et de la crédibilité à l'important discernement dont les enfants, même très jeunes, sont capables de faire preuve. Déjà, initialement, sur le principe de base, tous les personnages sont liés par Yuta. C'est vraiment le fil conducteur de l'histoire, le fil reliant les différents protagonistes entre eux. C'est aussi grâce à lui que bien souvent les personnages vont avoir des prises de conscience et il va beaucoup instruire en fait les adultes qui l'entourent par son regard, sa simplicité d'un enfant, évidemment, même très jeune enfant. Et je trouve que c'est vraiment important de souligner ça, le fait que ce que dit un enfant, c'est pas quelque chose de futile systématiquement, les enfants sont pleins de bon sens. Et ce manga, ça donne vraiment sa place à toute la pertinence que peut avoir un enfant. Et c'est un personnage, Yuta, qu'on va voir grandir, tout comme sa mère Michiru, et même tous les personnages en soi. Yuta, on va le voir donc vraiment évoluer de tome en tome au travers de la série. Et de la même manière que je l'avais dit précédemment pour Michiru, c'est quelque chose que j'ai trouvé très réussi. C'est vraiment fait de manière très lente, très progressive, et du coup ça passe presque inaperçu. On le réalise comme ça à un moment en se disant « Ah ouais, là on voit qu'il a grandi avec des petits détails ».
comme en fait ça se passerait une fois de plus dans la vraie vie. Ce qui est pour moi le plus important dans ce manga, c'est qu'il n'aborde pas les relations humaines sous un sens superficiel, hein, comme je l'ai dit. Chaque personnage a des bons et des moins bons côtés, et les relations, les interactions entre les personnages vont être complexes et continuellement nous donnent à réfléchir. Et ce qui m'intéressait aussi particulièrement au travers de cette série, c'est que le manga met au cœur de son propos une thématique émergente, nouvelle, et qui à mon sens va prendre toujours plus d'ampleur dans le quotidien des individus actuels et à venir. Justement à savoir cette question de qu'est-ce que réellement une famille. Je suis convaincue que c'est une réflexion, une interrogation peut-être que notre génération et les générations futures vont être vraiment amenés à développer. C'est quelque chose auquel on va être de plus en plus exposé et c'est une très bonne chose à mon sens, puisque les perspectives de vie changent. On a le droit de se mettre en concubinage avec une personne de même sexe que soi, plusieurs personnes, pas forcément uniquement deux. Il y a vraiment une ouverture qui se crée, également au-delà de l'ouverture pour le couple, une ouverture familiale. Donc vraiment dans ce manga, effectivement, il y a la question de l'homosexualité qui est très présente, puisqu'on va considérer que ces deux femmes, eh bien, elles sont ex et peut-être ambiguës ou plus, on ne sait pas vraiment encore. Et ensemble, elles vont concrètement élever Yuta, le petit garçon, mais ça va bien au-delà de ça dans ce manga, vous l'aurez compris, puisqu'il y a aussi tous les enjeux d'une éducation, d'un mode de vie monoparental, puisqu'on sait que Michiro a été seul pendant un certain moment avec son fils. À ce stade-là, déjà, on l'a vu en détresse, on a pu explorer un petit peu les difficultés auxquelles elle était confrontée. Ça, c'est déjà une thématique à elle toute seule qui est très intéressante. Ça va se goupiller au travers des divers tiroirs du manga, puisque véritablement, c'est une œuvre ouverte d'esprit où on a vraiment une multitude de schémas possibles. En dehors des personnages principaux, on va avoir d'autres couples homosexuels qui vont graviter et des personnages qui sont, comme dans la vraie vie en fait, certains totalement compréhensifs dans le sens où ils le prennent comme une norme, hein, comme quelque chose qui n'a pas à se questionner. Et il y en a d'autres qui au contraire vont le remettre en question. C'est très représentatif en fait de la façon dont les esprits évoluent et de la perception de chacun. Donc on disait initialement on a Michiru qui est mère célibataire, puis va se rajouter au tableau son ex qui est une femme qui s'installe chez eux, donc qui vivent en colocation. En France c'est peut-être un petit peu moins étrange, sortant de la norme, mais au Japon la colocation c'est très rare. Et s'il y a des colocations, c'est souvent entre des étudiants, des personnes très jeunes. Donc vivre comme ça avec une femme qui a un enfant quand on est soi-même une femme d'âge mûr, il y a quelque chose de vraiment atypique là-dedans. Et ça, c'est sans compter que bien souvent, leur voisin du dessous est complètement épris du jeune garçon Yuta, va se rajouter au tableau. Et donc on arrive dans cette histoire sur un cadre familial totalement hors du commun. Finalement, en tant que lecteur, très rapidement, on sent que c'est une famille en fait. On sent un sentiment familial, un cadre familial s'instaurer. Il y a toute cette dynamique où chacun se passe le relais, chacun va transmettre des choses à Yuta. Même parfois Nico ou Maya vont faire preuve d'une certaine autorité sur lui. En tout cas, quand c'est pour son bien, hein, bien sûr. Donc ils fonctionnent en fait tous ensemble. Au-delà du jeune garçon, ils vont se rendre mutuellement des services. Et une entraide, une affection entre les différents personnages. Et tout ça dans le but de favoriser initialement, en tout cas, l'épanouissement de Yuta. Et peu à peu, ça va les lier entre eux, ça va leur donner une cohésion, une force à tous les trois évidemment. Et donc à ce stade-là, à mon sens et au vôtre, j'en suis convaincue, c'est des personnages qui ont tout d'une famille, hein. Ils ont vraiment les fondements même de ce qui est pour moi, et pour beaucoup je pense, réellement une famille. Mais malheureusement et surtout inévitablement, eh bien, tout ça, ça vient poser certaines questions, des questions de limites finalement, au sein même donc, des personnages qui le vivent, hein. Malheureusement, ils vont se demander s'ils ont la légitimité d'avoir ce rôle-là, de prendre cette place dans la vie de Michiru et Yuta. Je pense donc particulièrement à Maya et Nico. Il y a un moment où certains événements vont faire que ça leur traverse l'esprit de se dire est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le mieux que je puisse faire pour ce jeune garçon Yuta? On va tous tendre à vivre ces situations-là tôt ou tard, hein, dans nos vies si ce n'est pas déjà fait, à savoir un de nos proches qui se sépare de quelqu'un, notamment de l'ordre de la famille, hein, quand nos parents, nos oncles et tantes, je ne sais pas, se séparent de leur conjoint puis se remettent avec quelqu'un d'autre. Il y a la question de la légitimité qui inévitablement entre
en jeu. D'ailleurs on entend souvent tu n'as rien à me dire, t'es pas mon père ou t'es pas ma mère. Je pense que chacun a sa façon d'appréhender ce rôle de beaux-parents. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes ou les adultes ont eux aussi un regard qui est très subjectif en fait sur qu'est-ce que cette personne a à faire et a à ne surtout pas faire. C'est des questions qui sont touchy, mais en fait qui sont présentes chez chacun d'entre nous, je pense, en tout cas dans une grande majorité des cas. J'imagine que peut-être un jour, eh bien, j'aurai un enfant, ou je sais pas, peut-être vous, vous aurez un enfant, ou vous en avez un, et puis émerge un nouveau conjoint, et donc là la question de est-ce que t'es le papa, est-ce que finalement t'es juste mon conjoint. Et je pense que, mais ce n'est que mon avis, l'âge de l'enfant entre beaucoup en compte dans la façon de le prendre en charge, ou au contraire de ne pas trop s'immiscer en fait dans son éducation. Ça c'est vraiment à titre personnel, hein. Là je développe totalement autre chose, mais pour moi ce qui fait vraiment la différence, c'est lorsqu'on arrive dans la vie d'un enfant très jeune, je trouve que c'est important de prendre cette place-là pour le guider en fait, pour son bien, pour lui apporter un cadre et soutenir aussi la personne qui l'élève. Mais si on arrive dans la vie de quelqu'un qui a des enfants un peu plus âgés, peut-être adolescents, là je pense que ça devient plus difficile, voire même pas forcément trop bien, de s'installer, de s'imposer comme étant une nouvelle figure qui va éduquer l'adolescent. Dans ce cas-là, voilà, je trouve que c'est un petit peu déplacé, voilà, ça peut mener à des conflits. Tout ça, ça interroge vraiment quant à la légitimité d'avoir de l'autorité, de poser ses règles, ou même en fait la légitimité d'être dans sa vie, hein, puisque là l'enfant est tellement jeune qu'on n'est pas du tout sur ce genre de réflexion-là, mais simplement, est-ce que ça va pas être dur pour lui de grandir dans un cadre familial différent à ce point des autres? Est-ce que ça va pas le faire souffrir? Est-ce que ça va pas le perturber? On entend aussi parfois des discours de personnes qui ont l'air de trouver ça complètement déphasant pour un enfant, des choses qui nous font nous dire qu'en fait on peut le faire souffrir simplement en étant là pour lui, chose que personnellement je veux déconstruire totalement, hein. Je ne crois pas du tout à ça, et je vous le dis en l'ayant étudié, parce que ça fait partie vraiment de ce que j'aime dans mes études, comprendre ce genre de choses. On sait, et là je digresse complètement, mais on sait pertinemment que une personne qui n'est pas de sang commun avec un enfant, mais qui va lui apporter ce dont il a besoin le maximum possible, parce que personne n'est parfait, eh bien ce sera qu'un plus dans sa vie, et il vaut mieux avoir 3 parents qui s'occupent bien d'un enfant, il vaut mieux avoir un parent qui s'occupe bien d'un enfant que de faire grandir un enfant dans un environnement qui n'est pas bon pour lui, ou que de le faire grandir avec un parent qui va l'abandonner, qui va s'absenter. Ça crée plus de troubles, ça crée plus de mal-être même simplement, qu'un seul parent ou que, je sais pas moi, des grands-parents qui s'occuperaient très bien de lui. Donc ça c'était ma parenthèse, mais ça me tient vraiment à cœur ce genre de sujet, donc j'avoue que je m'étends. Mais on est là pour parler du manga Autour d'elle, donc je me recadre, et n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur tout ce que je vous dis au travers de mes vidéos. C'est encore une fois vraiment le concept de ma chaîne, pouvoir partager avec vous sur mes lectures et le reste. Ça c'était pour vous dire que je salue vraiment le fait que Shino Torino écrive un manga, dessine un manga, crée simplement un manga qui soit aussi ouvert en fait, qui nous donne une perspective nouvelle aux nouvelles générations. Pouvoir lire Autour d'elle, c'est vraiment être dans l'acceptation, être dans l'échange. Et justement parce que ce manga est aussi ouvert, aussi progressiste, eh bien c'est intéressant de le faire lire aux jeunes, c'est intéressant de le faire lire même aux plus âgés, hein. Et tout ça c'est vraiment pas fait dans la superficialité. On n'est pas là pour montrer des femmes qui couchent ensemble toutes les 3 pages. Vous savez à quel point ça me gonfle. On n'est pas là non plus pour voir que l'homosexualité c'est une résultante du fait qu'avec les hommes ça n'ait pas marché. Toutes ces idées-là, hein, qu'on continue parfois malheureusement à voir, qui sont, on le sait, j'espère que vous le savez, complètement fausses. Voilà, ce manga c'est en fait normaliser la différence, et c'est toute la beauté que j'y trouve, et sans cacher le côté un petit peu plus malheureux de ce qui arrive quand on fait ces choix-là de vie, à savoir toutes les problématiques des individus qui nous entourent et qui peuvent ne pas être d'accord, juger nos choix et nous le faire savoir ou ressentir. Également, il y a cet aspect de se remettre en question pour des choses en fait qui ne devraient pas nous remettre en question, mais auxquelles on est amené en fait à réagir. Voilà, on ne cache pas la partie complexe, justement en fait pour avoir une vue d'ensemble, d'acceptation, de compréhension de qu'est-ce que c'est en fait suivre ce dont moi j'ai réellement envie, qu'est-ce que ça va engendrer et est-ce que je peux le surmonter ou non, et dans ce cas comment faire.
Donc une véritable dimension psychologique dans ce manga qui est très intéressante. Ce que je vous dirais également, si vous avez lu par exemple les premiers tomes et que vous n'avez pas forcément continué, c'est que cette série, il faut s'accrocher, dans le sens où, même si je trouve le début très bien, on sent véritablement une progression du manga, il y a davantage de profondeur, c'est un manga qui gagne en qualité au fur et à mesure des tomes. Pour terminer sur ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce manga, et je sais il y avait beaucoup de choses, je vous dirais que peu à peu on va se laisser surprendre par l'intrigue, puisque dès lors qu'on pense que ça va se régler, ça va se conclure, eh bien l'histoire va sans arrêt se réinventer. Il y a une richesse en fait de propositions dans ce manga. Il n'y a pas de redondance, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de superficialité et de choses en fait inutiles. On sent qu'on n'est pas là pour broder, comme on dit, mais qu'on est là pour traiter des thématiques de fond qui ont demandé du travail, qui ont demandé de l'élaboration. Je vous parle beaucoup du contenu, mais l'apparence du manga est aussi plutôt belle esthétiquement. Au-delà d'être belle, il y a une prise de position artistique. Au niveau du découpage des cases, de la façon dont les pensées sont exprimées, on perçoit un nouveau souffle dans la façon de faire un manga qui est proposé par Shino Torino, donc une véritable artiste, ça c'est certain pour moi. Et pour conclure sur mes aspects positifs, je vais vous parler du tome 6. Le voilà, le bijou, hein, on va pas se mentir, lui les gars, c'est vraiment l'apothéose. Ce tome 6, je vais vous lire mes notes, c'est une véritable claque, ce que j'ai écrit en noir sur blanc. L'histoire va se clore en nous laissant les frissons. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un tome aussi bon dans cette série que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait le dernier tome, feu d'artifice, j'ai adoré. J'ai noté que tandis que le manga tout au long de la série présentait un style un peu léger, un peu doux, un peu monotone, et bien la fin m'a vraiment surprise parce que c'est un grand coup de pied dans la fourmilière, d'un coup il se passe plein de trucs, il y a des émotions vives qu'on va ressentir. Donc le dernier tome dénote vraiment des autres. J'ai apprécié parce que ça a donné un dernier coup de boost pour la fin. C'était superbe. Pour passer maintenant à ce que j'ai moins aimé dans Autour d'elle, comme d'habitude j'essaye d'avoir un esprit critique, même si c'est, je vais pas vous mentir, un de mes mangas favoris. Je vais vous dire que le dessin ne correspond pas une fois de plus à mon style, j'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos. C'est vrai que moi, mon style de dessin, c'était vraiment souvent ce qu'on voyait dans les mangas des années 90. J'arrive pas à m'en détacher, je sais pas, il y avait quelque chose de différent. Aujourd'hui je trouve que le dessin il a évolué et beaucoup de dessins se ressemblent en fait. Je trouve que le dessin de Shino Torino, donc dans Autour d'elle, il est proche en fait du dessin de bien d'autres mangaka. Je vous mettrai des images à l'écran pour que vous voyez un petit peu ce qui me passe dans la tête parce que j'ai pas les noms. Mais voilà, je suis un petit peu sceptique sur le plan du dessin, pas parce qu'il est mauvais, parce que vraiment ce dessin est très bien réalisé. Il a toute une singularité. Ça ressemble pas au dessin global des shoujo, ça ressemble pas au dessin qu'on va retrouver dans chaque manga quand on va l'ouvrir. Simplement voilà, c'est pas un dessin auquel j'adhère et malheureusement c'est quelque chose qui me freine un petit peu quand visuellement j'apprécie pas à 100% ce que je lis. J'ai un peu de mal à placer l'œuvre tout en haut de mon top par rapport à ça, parce que vraiment pour moi tout l'intérêt de lire un manga c'est qu'on a aussi tout un univers graphique qui peut être très appréciable et très agréable, comme malheureusement un petit peu cassant. J'irai pas jusque là mais voilà, simplement petite réserve sur le dessin qui reste, comme je l'ai noté, très audacieux, notamment par la mise en case, hein, comme je vous l'ai dit, et le fait qu'on va arriver très fidèlement à retranscrire les émotions des personnages, notamment au travers du regard. Ça c'est quelque chose de très appréciable aussi. Un autre aspect que j'ai pas vraiment aimé, au cours du manga on a tendance, et ça c'est quelque chose que malheureusement je retrouve trop dans le manga mais qui est peut-être propre au côté un peu plus japonais, on a tendance à voir les deux protagonistes Maya et Michiru souffrir chacune en silence et de son côté des mêmes choses, hein, comme je vous l'ai dit, et dès lors que le faux calme, parce qu'en fait elles souffrent, elles réfléchissent beaucoup intérieurement, et donc il y a une sorte de faux calme hein, pendant un certain temps entre elles. Dès lors que celui-ci s'effrite un peu, qu'on sent que ça y est, ça va enfin crever l'abcès, on va enfin pouvoir parler et échanger et se dire ah ouais toi aussi tu bats super. En fait pas du tout, la communication très rapidement elle est rompue, les personnages prennent la fuite, il y en a un qui se casse ou alors plus personne ne parle. Ça c'est vraiment quelque chose dans les mangas qui me frustre, moi qui adore la communication, de partager, de confier ses émotions, bah non pas du tout, c'est vraiment frustrant. Pour moi, quand je lis un manga comme ça, bien qu'encore une fois je comprenne l'intérêt parce que quand c'est trop difficile d'exprimer, on est sur la réserve, on n'exprime pas. Quand on n'a pas envie d'entendre ou de dire certaines choses, on part, c'est comme dans la vraie vie. Donc voilà, c'est mon côté un peu idéaliste là qui réémerge.
mais je garde en tête quand même que ça a son intérêt. Pour ceux qui ont lu le manga, je vous parle maintenant de l'intervention assez régulière, surtout au début de la série, du doudou de Yuta, une sorte de lapin un peu chelou là. Lui, il vient ponctuer l'histoire sous la forme d'une sorte de métaphore qui constitue, je l'ai bien compris, un moyen narratif intéressant qui nous permet notamment de connaître les pensées des personnages, parce qu'en fait on va les voir interagir, les lire plutôt interagir avec le doudou en pensée. Il a un peu un rôle de doudou maléfique qui leur révèle ce qu'il y a de pas bien dans leur vie ou qui met en évidence leurs doutes. Ils ont des sortes de conversations avec lui par la pensée. Je suis pas du tout claire, mais si vous lisez le manga ou que vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle. En tout cas, je trouve que ce détail-là de ce doudou, il dénote complètement avec l'allure générale du manga, le sentiment assez doux, comme je vous l'ai dit. On a cette ambiance de douceur qui est complètement brisée par ce personnage assez trash, assez inadapté en fait, je trouve qu'il n'a pas vraiment sa place. Et pour ceux qui ont lu la série complète, je vous dirais enfin que je reste un peu dubitative quant au rythme global de l'histoire. C'est ce que j'évoquais juste un petit peu avant. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait un changement de rythme en fait aussi abrupt, même si du coup ça fait que la fin elle est explosive et ça c'est génial. Je pense que pour conclure l'histoire, ça aurait été pertinent de proposer un tome supplémentaire pour vraiment découper cette accélération peut-être en 2 tomes un petit peu plus allongés, juste pour garder une certaine homogénéité, une certaine cohérence dans la succession des événements, la vitesse de narration. Et donc pour conclure cette vidéo, maintenant que je vous ai exposé tous ces points positifs et ces quelques points négatifs, j'ai noté que selon moi, Autour d'elle, c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. Ça je vous l'ai dit et redit, vous le savez. Il est à mon sens d'utilité publique de lire Autour d'elle. C'est vraiment pas un manga ciblé pour les filles, pour les garçons, pour les enfants, pour les adultes. C'est ouvert à tous, un manga accessible, lisible pour tous, qui selon moi va être intéressant dans l'éducation. En fait, il éduque les lecteurs sur ce qu'est l'amour et par là même évidemment sur l'amour au-delà de l'amour hétérosexuel, conventionnel comme on l'imagine. Ça interroge aussi, comme on l'a dit, sur ce qu'est véritablement une famille. Il y a aussi la dimension du progrès sur soi. Ça, c'est quelque chose que j'aime énormément et qui est vraiment central dans le manga. C'est-à-dire qu'initialement, les protagonistes principaux, Michiru, Maya, Nico, vont être des adultes plutôt tourmentés et dont un amour commun, donc celui pour Yuta, bien va les pousser à réfléchir sur eux-mêmes, sur ce dont ils ont réellement envie également. Et pour ce faire, Michiru, Maya notamment, ont pris du temps, elles ont pris des distances comme on l'a dit, ce qui nous montre bien que cette évolution que nous raconte le manga, elle n'est pas juste postulée, elle est concrète, elle est effective, les efforts ont été mis en place, les démarches ont été mises en place pour que ce soit quelque chose de durable, de sincère. En conclusion, foncez, achetez Autour d'elle, je peux pas vous conseiller plus que ça. Moi j'espère vraiment que vous aurez apprécié mon travail, que vous aurez aimé mes différentes prises de position. Je me sens de plus en plus à l'aise sur cette chaîne pour pouvoir vous partager un petit peu plus qui je suis, ce que je pense, ce que je ressens. J'espère aussi vous avoir donné envie de lire Autour d'elle, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous parler d'un sujet que je mûris depuis quelques temps dans ma tête. J'avais pensé ouvrir un compte Instagram réservé à cette chaîne YouTube, l'idée étant que j'ai plus d'interaction avec vous quant à mon contenu. Je vous demanderai notamment au travers de sondages quel manga vous préférez que je présente entre 2 par exemple ou plus. Je pourrais aussi vous solliciter quant à ce dont vous avez envie que je présente, du moment évidemment que ça reste dans les mangas que j'ai envie de lire. Mais voilà, simplement en fait vous donner plus de place, savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Aussi vous montrer simplement au travers d'un Instagram spécifiquement accordé à cette chaîne les backstage, les derrière en fait de mon tournage. Pourquoi pas aussi vous montrer plus en détail mes différents gadgets en lien avec le Japon, mon lieu de vie qui est vraiment décoré spécifiquement en plantes, en studio Ghibli, en japonisation partout. Je vous mettrai le lien du Instagram dans la description si vous avez envie de vous abonner ou simplement d'aller voir. Voilà, ça me fera très plaisir, mais surtout faites-le pour vous, faites-le si vous en avez envie. Il n'y a aucune obligation, bien au contraire. C'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie si vous l'avez liké, si vous vous êtes abonné à ma chaîne. Je vous remercie simplement pour l'avoir visionné et être resté jusqu'à ce stade. Je vous dis donc à très bientôt, surtout prenez soin de vous, c'est le plus important. Portez-vous bien, bye bye tout le monde!